Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Moi, j'échangerais ma condition de femme contre rien au monde. Je trouve que c'est un état tellement passionnant. Qu'entre l'état de petite fille à l'état de vieille dame, il se passe tellement de choses, il y a tellement de facettes différentes de la féminité, que cette facette de la prostitution, qui est une facette tellement schématique, tellement animale, ça me semblait quand même dommage de passer à côté, étant un écrivain qui écrit là-dessus, quoi. L'invité avec qui je vais discuter aujourd'hui a drastiquement changé de vie pendant 2 ans et demi. Emma Baker est écrivaine, mais aurait pu tout aussi bien être sociologue. Elle dit d'elle « Je me suis aperçue que je n'écris que sur les femmes, et j'en éprouve la même fascination qu'un laborantin regardant des cellules essentielles à toute forme de vie. » En 2013, après une rupture amoureuse, elle décide de partir à Berlin, où la prostitution est légalisée. Elle intègre une maison close, puis une seconde où elle restera 2 ans. De cette expérience, elle tire une autofiction, La Maison, aux éditions Flammarion, où elle analyse cette activité singulière, archaïque et mal connue qu'est la prostitution. Son livre magnifique offre un regard sans concession, également drôle, sur ce gynécée si singulier qu'est une maison close, cette bulle intime et coupée du monde extérieur, cette antichambre de femme entre harem et hammam. J'ai eu envie d'en savoir plus, de parler avec Emma Baker des ressorts internes qui poussent à aller enquêter au plus profond des autres et de soi, de l'origine de cette curiosité analytique qui l'emmène explorer les tréfonds de l'âme humaine et de la féminité. Donc peux-tu me raconter d'où tu viens et qui tu es ? J'ai 30 ans, j'ai grandi dans les environs de Paris, entre les Hauts-de-Seine et la Seine-et-Marne. Je suis écrivain depuis toute petite, en fait, et j'ai publié mon premier livre à 20 ans. J'ai déménagé à Berlin en 2013 parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour de Paris et que j'avais envie de tourner une page et de voir autre chose. Et ma famille est allemande, enfin la partie maternelle de ma mère l'est, et donc on a été pas mal en vacances à Berlin et on s'est dit qu'on avait envie d'essayer de vivre là avec mes sœurs. Donc on a déménagé toutes les trois ensemble à Berlin. Et puis, je venais de finir mon 2e livre et j'avais une angoisse folle de la page blanche. Et puis, miraculeusement, voilà, j'ai eu cette idée d'écrire sur les bordels parce qu'on n'en a pas en France et que j'avais réalisé en arrivant à Berlin que c'était légal. C'est pas pour ça que j'ai déménagé du tout, mais effectivement, dès que l'idée m'a prise, ça a tout de suite été un livre dans ma tête, quoi. Je savais qu'il fallait absolument que j'écrive là-dessus. Tu avais quel âge quand tu es arrivée à Berlin ? J'avais 24 ans, j'allais en avoir 25. Et je suis pas partie à cause d'une rupture amoureuse, mais disons que je savais pas tellement comment rompre parce que je suis très lâche et que je me suis dit que si je m'éloignais, ce serait certainement plus facile. Dans les faits, ça l'a été. Et voilà, c'était une relation qui à plein d'égards était magnifique, mais dans laquelle je me sentais très prise au piège. Voilà, cet homme que j'aimais était assez jaloux et de fait, voilà, on se disputait beaucoup à ce sujet-là. Et je pense qu'en arrivant à Berlin, j'avais un besoin d'air frais, en tout cas de liberté. Et voilà, en voyant ces bordels qui avaient pignon sur rue, tout de suite, les éléments sont rapprochés dans ma tête. Et je me suis dit que c'était une expérience que j'avais toujours voulu vivre et sur laquelle il serait effectivement passionnant d'écrire. Donc tu as 24 ans, tu arrives à Berlin, tu vois ces bordels qui ont pignon sur rue et tu te dis j'ai envie d'aller écrire, enquêter, m'immerger. Ouais, en fait, enquêter, j'y ai jamais vraiment pensé, à moins de rentrer en tant que cliente, ce qui est quand même particulier comme démarche et je savais bien qu'il faudrait que je sois une de ces filles pour rentrer. Il fallait que j'y travaille. Et je savais bien que j'enquêterais pas, je me doutais que ce serait un roman, que ce serait une introspection, mais il n'y avait vraiment pas de volonté journalistique chez moi, même si effectivement je venais de terminer 2-3 bouquins d'Hunter Thompson et que j'adorais cette manière de journalisme, cette façon de s'impliquer dans son sujet et de renoncer à toute objectivité. J'avais envie en tout cas de savoir qui étaient ces femmes dont en France on parle pas beaucoup, et quand on en parle comme de victimes, quoi, de victimes, de pauvres filles ou de cinglés. Et je me doutais bien que dans un pays où c'est légal, il devait aussi y avoir moyen de rencontrer des travailleuses, tout simplement, quoi.
Parce que c'est un statut qu'on retire souvent, dont on ampute souvent les prostituées, les statuts de travailleuse. Il faut toujours que ce soit quelque chose de plus ou de moins, mais la notion de travail, on a du mal à la relier au boulot de prostituée. Tu écris « J'ai eu envie de raconter ce qui se passe dans ces maisons-là, avec un regard de femme. Je voulais faire l'expérience de cette condition très schématique, une femme réduite à sa fonction la plus archaïque, celle de donner du plaisir aux hommes, n'être rien d'autre que cela. » Oui, et ça, c'est vrai que c'est une espèce de fascination qui, je pense, remonte à très très loin dans ma vie, sans que je puisse exactement la situer, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça absolument incroyable, même encore à l'âge que j'ai, et après toutes les expériences que j'ai eues, de pouvoir aussi être une femme et donc être désirable, être un objet de désir, c'est quelque chose qui m'a toujours paru absolument incroyable. Alors je sais pas si c'est les vestiges de mon adolescence où j'avais des lunettes et des bagues et je savais, enfin, j'avais beaucoup de copains mecs, mais j'étais qu'une copine pour eux, quoi. Et je pense qu'il y a toujours eu cette envie d'être une de ces femmes, et non pas, quand je dis une de ces femmes, je veux pas dire pute par là, mais je veux dire un objet de désir, quoi. Que sans se soucier de ce qui se passe à l'intérieur de moi, ne serait-ce que mon enveloppe évoque le désir, évoque cet instinct chez les hommes. Je comprends pas vraiment pourquoi il y a toujours une telle obsession chez moi, mais en tout cas, je sais que c'est aussi une réponse à ça que je cherchais en allant travailler là. C'est évident. Et c'est peut-être aussi, ça a peut-être quelque chose à voir avec toutes ces injonctions que les femmes reçoivent depuis le début de leur vie, et d'être désirable, d'être souriante, d'être jolie, d'être comme ci, d'être comme ça. Il y a peut-être une volonté chez moi en tout cas, il y avait peut-être une volonté chez moi de me plier à ces injonctions, de rentrer dans un espèce de moule, mais que mon corps, que je connais si bien, et que je regarde pas toujours avec bienveillance, comme beaucoup de femmes, puisse être un objet de désir, c'est un phénomène qui n'a jamais lassé de m'émerveiller, quoi. Donc, animé par cette volonté d'en savoir plus sur cette toute-puissance du désir, tu vas taper à la porte d'une maison close, d'une première maison close. Ouais, en fait, non, mais même, j'en parle pas dans le livre, mais la première porte de maison close que j'ai poussée, c'était un tout petit appartement dans lequel il y avait, je crois, 4 Philippines qui travaillaient, et qui du coup ont tiré une gueule de 3 pieds de long en me voyant arriver, parce que j'étais la seule européenne, blonde, enfin j'avais l'air, on m'aurait donné le bon Dieu sans confession, et quand j'ai dit que je voulais travailler, j'ai bien vu une espèce de mouvement de recul, comme si c'était absolument impensable que je puisse avoir envie de travailler là, quoi. Et c'est vrai que j'y suis pas retournée parce que je savais bien que c'était pas ça que je cherchais, c'était pas cet endroit, mais de savoir que c'était possible, ça m'a lancée tout de suite dans mon projet. Je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à éplucher la liste des bordels de Berlin. Et je sais pas exactement pourquoi j'ai choisi le manège en premier, pourquoi j'ai choisi la maison après, mais les deux expériences étaient tellement différentes que je me dis que c'était forcément le hasard. Enfin, en tout cas, je suis bien tombée dans un cas comme dans l'autre, même si le manège était un endroit horrible et que la maison a été un endroit absolument miraculeux, quoi. L'endroit qui a donné naissance à mon livre. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le manège, du coup ? Alors, le manège, en fait, je me souviens que le soir où je me suis préparée pour y aller, ça a été vraiment le soir où j'ai senti toutes ces espèces de bouffées d'angoisse qu'on peut imaginer quand une femme a son premier client. C'est-à-dire que je savais bien que j'étais sur le point de pousser la porte d'un monde dans lequel rien ne me poussait à aller. Et je suis arrivée dans cet endroit absolument magnifique, dans Charlottenburg, qui est quand même un quartier très cossu de Berlin. Et au plafond, la décoration, tout ça m'a complètement eu dès le départ, quoi. Mais c'est vrai que j'ai laissé passer des signes qui auraient pu me faire comprendre qu'il fallait que je m'en aille, quoi, que j'avais pas besoin d'y rester 15 jours pour le savoir. Je me souviens par exemple, la première question que j'ai posée à la Hausdame qui s'occupait des filles ce soir-là, c'était « Est-ce que le patron est gentil ?» Et elle m'a répondu « Oui, il est gentil et il touche pas les filles. » Et ça m'a paru normal ce soir-là, mais je sais pas, peut-être le lendemain, je me suis dit, mais comment ça, il touche pas les filles? Mais encore heureux qu'il touche pas les filles. Mais donc, ça veut bien dire qu'il y a des endroits dans Berlin, même si c'est légal, où les patrons se sentent le droit de se payer sur la bête, ou en tout cas de voir comment la fille s'y prend, que c'est normal, en fait, de tester une femme qui demande à travailler chez vous, quoi.
C'était exactement ce qu'on imagine des bordels à l'étranger, c'est-à-dire un endroit où les femmes n'ont pas tellement voix au chapitre, quoi, où il n'est pas tellement possible de dire non, en tout cas pas sans justification, on est obligé de rester un minimum de 10 heures pendant un service, ce qui est quand même énorme, obligé de porter des talons, enfin aucune place laissée à la créativité. Et bon, voilà, une direction dont on sent bien qu'il frôle l'illégalité constamment, quoi. Le simple fait qu'on puisse y trouver de la cocaïne, que les filles ne parlent pas entre elles, ça dénonce quand même une ambiance qui frise déjà l'illégalité et où on ne fait rien pour qu'il y ait une espèce de cohésion dans l'équipe, puisque c'est pas le but. Le but, c'est juste de faire des clients, quoi. Et c'est vrai que je suis sortie de là, un peu... J'ai pas été traumatisée, mais j'ai eu tout le temps peur pendant ces 15 jours. Et c'est vrai qu'en sortant de là, le jour où je suis sortie, sous un prétexte fallacieux, j'ai eu l'impression de retrouver ma liberté. Et c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé dans tous les endroits où j'ai pu travailler. Jamais je suis sortie de là en me disant « ça y est, t'es libre », quoi. Je suis sortie de là en ayant l'impression d'avoir échappé à quelque chose d'affreux. Et je me suis dit, il y a une espèce de pause dans mon livre, je me suis mise à espérer que tous les bordels soient pas comme ça, quoi, parce que je voyais pas quel genre de livre je pouvais faire en restant dans un endroit comme celui-là. Et j'avais pas envie d'écrire un livre de victimes, parce que je pense parce que c'était pas mon but, c'était pas exactement ce que je cherchais dans cette expérience. Et puis voilà, vu le procédé que j'avais choisi, qui était un procédé d'immersion, je pense pas que qui que ce soit qui soit un peu sensé ait envie de se mettre dans une expérience où il va vivre comme une victime pendant 1 an ou pendant 2 ans et demi. J'avais envie de trouver un endroit qui ressemblerait à ce que moi j'avais lu sur les bordels quand j'étais plus jeune, les bouquins de Maupassant, les bouquins de Louis Calafert, les bouquins de Zola. J'avais envie de trouver un endroit qui m'aurait rappelé ça, en tout cas un endroit où il y ait une sorte de solidarité entre les femmes, et peut-être un endroit qui tendrait à prouver qu'il y a bel et bien sur cette terre des prostituées qui choisissent de faire ce métier et qui du coup s'inventent et s'arrogent des conditions de travail qu'elles-mêmes estiment décentes et convenables, disons. Et c'est ce qui se passe avec la maison. Exactement, et ce qui est très drôle, c'est que la première fois que j'ai poussé les portes de la maison, par rapport au manège, ça n'avait strictement rien à voir. Les plafonds étaient beaucoup plus bas, les salles étaient plus petites, la déco était quand même franchement kitsch, et j'ai fait le tour en gardant un sourire poli, mais je me disais, waouh, c'est quand même super vieillot, ouais, bon... J'étais pas du tout sûre de rester et je suis revenue pour faire un essai parce que de toute façon j'avais pas tellement d'autres plans. Et avant de pouvoir m'en rendre compte, en l'espace de peut-être 3-4 jours, j'étais tombée complètement amoureuse de l'endroit. C'était un amour qui disait pas encore son nom, c'était juste que j'étais surprise, j'étais émerveillée de pouvoir m'y trouver bien et de savourer les heures que je passais là et de pouvoir rentrer et sortir de cet endroit comme je rentre et sors de tous les boulots que j'ai pu faire dans ma vie. Enfin, ça me semblait incroyable de pouvoir arriver habillée avec mon vieux jean, mon vieux pull, mes vieilles pompes, et que mon travail, ce soit de me faire jolie et de porter la lingerie affriolante que j'ai jamais pu porter ailleurs, de pouvoir porter des talons que jamais je porterai à l'extérieur, et de pouvoir m'inventer tous les jours des personnes différentes, et de pouvoir partager avec ces femmes une telle intimité. Et quand je dis ces femmes... J'avais tendance à dire ces femmes avant de faire cette expérience parce que je les connaissais pas et j'avais toujours cette impression peut-être un peu française qu'elles étaient complètement à part parce que je leur apposais plein d'affects à moi aussi. Et de m'apercevoir que c'était des femmes qui étaient au boulot, qui étaient en train de bosser et que c'était des femmes qui n'étaient absolument pas différentes de vous et moi. Ça, ça m'a tenu en haleine pendant 2 ans et demi. Je trouvais ça absolument incroyable. Il y avait une forme de jubilation dans le fait d'être parmi elles, dans le fait d'être l'une d'elles aussi, qui allait bien au-delà du travail, bien au-delà du roman. Ça réjouissait quelque chose en moi. Je pense que ça soignait aussi quelque chose en moi. Peut-être une sorte de terreur des femmes que j'avais toujours eue et que j'ai jamais pu m'expliquer non plus, parce que j'ai quand même 2 sœurs, une mère, beaucoup de femmes dans ma famille, mais dans cette nudité constante des femmes entre elles et dans cette bienveillance des femmes entre elles, je crois que quelque chose d'enfantin en moi a été soigné ou en tout cas rassuré, quoi. Comment est-ce que ça se passe, le quotidien, dans une maison close comme la maison ?
Pour être un peu schématique, il y avait 2 services. Donc il y avait un premier service qui était de 10h du matin à 17h, le deuxième était de 17h à 23h. Moi, ce qui me plaisait beaucoup dans la maison, c'est que c'était pas ouvert la nuit, contrairement au manège. Et quand c'est pas ouvert la nuit, ça veut dire qu'on n'a pas tous les clients qui viennent juste glander, boire un verre, peut-être se bercer avec la possibilité d'eux, et qui donc font perdre leur temps en fait aux filles. Donc il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue, donc ça veut dire déjà un environnement beaucoup plus sain. Et moi, ma journée type, c'était d'arriver à 16h30, le temps de prendre ma douche, de boire mon café, de fumer ma clope avec les copines. Et puis voilà, de 17h à 23h, on a notre emploi du temps qui est déjà fait pour nous, puisque les clients prennent rendez-vous par internet ou par téléphone. Et puis voilà, quoi, on travaille, et puis à la fin de la journée, on remet ses affaires dans son casier, et puis on s'en va. Enfin, c'est une journée, en fait, de travailleuse tout à fait normale. Et c'est vrai que quand j'explique qu'il y avait des casiers avec nos noms et des porte-manteaux avec une petite étiquette où il y avait nos noms aussi, ça peut paraître tout à fait anodin, mais en fait, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que ça voulait dire que les gens, enfin que la femme qui tenait cet endroit avait envie qu'on s'y trouve une place, qu'on ne faisait pas que passer. Et ça voulait quand même dire quelque chose, qu'on ait un casier, des endroits à nous pour laisser une partie de notre vie là, pour ranger nos affaires. Ça voulait bien dire que cet endroit s'agrandissait pour nous faire de la place et que oui, c'était un endroit normal. Enfin, je veux dire, on attendrait bien qu'une coiffeuse ou qu'une masseuse ou qu'une esthéticienne ait un casier à elle, mais c'est vrai que même moi, qui ai pratiqué ce boulot, des petits détails comme ça continue encore aujourd'hui de m'émouvoir parce que ça veut bien dire qu'on appartenait à la maison et qu'on créait aussi la maison quelque part, on la réinventait, quoi. T'avais finalement envie... Enfin, une de tes envies qui te portait, c'était effectivement, on dirait bien, de cocher cette case de la maison close du 19e. Oui, tout à fait. J'avais super envie C'est vrai que je suis partie avec un a priori positif, dans le sens où je me disais, c'est pas possible que les hommes, attention les hommes, aient écrit de si beaux livres sur les prostituées, sur les bordels, et qui se soit complètement gouré d'un bout à l'autre. Alors je sais bien que les hommes sont naïfs et que dans ce rapport-là, ils n'ont jamais que la place de client, donc en tant que client, on imagine ce qu'on veut, on fantasme beaucoup. Mais je me disais, on peut pas avoir écrit des pages si tendres là-dessus et que la prostitution ne soit qu'un espèce de gouffre menant tout droit à l'enfer. Et faut bien dire aussi que la maison close, c'est un contexte particulier de prostitution, qui n'a rien à voir avec, par exemple, la prostitution pratiquée par une indépendante, qui choisit ses clients, ses heures de rendez-vous, ses endroits. Là, on parle quand même de journées où, quand on travaille bien, quand on travaille correctement, on a quand même une moyenne de 4-5 hommes par jour. Donc, il y a quand même un débit, enfin un rythme de travail qui fait qu'il y a une saturation de sensations, une saturation d'affect, le ras-le-bol vient beaucoup plus vite, la fatigue est très différente de la fatigue d'une indépendante, j'imagine. Donc c'était tout ça, c'était tout ce contexte avec la quantité de travail que ça suppose qui m'intéressait. La prostitution, bon, en vrai, c'est un thème vieux comme le monde, je pense qu'on l'a exploité sous beaucoup d'angles, mais la maison close est quand même un phénomène qui, à la base, a quelque chose de très français. Moi, je sais que les clients allemands à qui je disais qu'on n'avait plus de bordel en France et que la prostitution, il fallait mieux pas en parler, étaient très étonnés. Parce que pour l'inconscient collectif allemand, la France, ça reste Pigalle et le Moulin Rouge, et les Françaises détiennent une sorte de savoir érotique que les autres femmes du monde n'ont pas. Donc c'est quand même drôle de voir à quel point... quelque part, les bordels ont représenté toute une partie de notre âge d'or, à quel point pour nous ça n'existe plus et on essaye constamment de mettre ça sur le tapis de peur de devoir en parler et de légiférer là-dessus, et à quel point pour le reste du monde, tout ça n'a pas bougé, quoi. La plus grande idée reçue sur les prostituées que tu voudrais déconstruire, c'est laquelle ? La plus grande idée reçue sur les prostituées, c'est qu'elles ont été forcées à travailler. Ça m'énerve évidemment d'entendre ça, mais à plein d'égards. Le premier étant peut-être que... Qu'est-ce qu'on entend par forcer quelqu'un à travailler ? Moi, je pense que on est quand même des millions qui préféreraient ne rien glander si on n'était pas obligé de bosser pour payer nos factures. Donc, une prostituée, elle est comme tout le monde obligée de gagner sa vie, quoi. Mais il y a quelque chose dans le choix qu'elle fait de faire ce travail qui manifestement choque beaucoup de gens, parce que ça revient à dire que les femmes peuvent aussi choisir de se servir de ce corps, qui est par ailleurs tellement désiré, pour gagner leur vie. Quand on demande à une prostituée pourquoi elle fait ce métier,
Et je le sais parce que je l'ai vécu, on est toujours en train de chercher quoi répondre, parce qu'il faudrait que ce soit toujours plus que l'argent, parce que personne n'a envie d'entendre une prostituée dire « bah, faut bien que je mange, quoi. J'ai des enfants à élever, j'ai des... » C'est comme tout de suite une espèce d'aveu d'échec ou de misère la plus noire, quand ça n'est simplement qu'un accord qu'une femme prend avec elle-même, de ne pas être blessée ou traumatisée par le fait de prêter son corps contre de l'argent. Donc, de réduire les prostituées à des victimes, je trouve que c'est un peu réducteur, même s'il y a une énorme partie des prostituées qui sont des victimes, c'est sûr. Mais je pense qu'on n'écoute pas assez celles qui ont choisi d'en faire ce métier, qui en sont d'ailleurs fières, parce qu'il y en a beaucoup. Ou alors, on suppose que les prostituées sont des nymphomanes ou alors des cinglés, et qu'elles viennent chercher quelque chose quand elles se prostituent. C'est-à-dire que une nana qui vient au bordel, il faudrait qu'elle attende un homme qui va venir sur son cheval blanc la sauver de sa condition. Quand finalement, ce sont des femmes qui viennent travailler. Quand moi, j'ai vécu cette expérience-là comme une prise de pouvoir totale sur mon corps, sur ce que la société voudrait que j'en fasse, sur ma sexualité, sur toutes les injonctions que j'ai reçues, moi, en tant que petite fille, que jeune femme, qui étaient des injonctions à servir l'homme, à servir le plaisir de l'homme, le désir de l'homme, et plus tard à devenir une mère. Elles font un métier qui n'est certes pas un métier comme les autres, mais un métier qui touche à plein d'égards à la psychothérapie et puis même parfois à la sainteté. Quand on voit ce que ça demande comme patience, comme sens du sacrifice, comme abnégation, comme talent de comédienne, c'est un métier qui est extrêmement complet, qui vous prend énormément d'énergie physique comme mentale, et qui pourtant, qui est l'un des métiers les plus décriés de ce monde. C'est quand même incroyable de voir à quel point le mot pute a été galvaudé, et à quel point aujourd'hui, quand on se fait traiter de pute en tant que femme, parce que je pense que ça nous est arrivé à toutes, le mot pute ne veut strictement plus rien dire. Quand on se fait traiter de pute, en fait, on se fait pas traiter de pute, on se fait pas traiter de prostituée, on se fait traiter de pauvre fille. Les deux notions se sont complètement fondues l'une dans l'autre. Et c'est pour ça aussi que j'emploie beaucoup le mot pute dans mon livre, c'est parce que je pense qu'il faut se le réapproprier. Enfin, nous, quand on travaillait ensemble à la maison, c'était le mot d'ailleurs qu'on utilisait, enfin en allemand, mais on n'utilisait jamais le mot prostituée ou travailleur du sexe, ou enfin très peu. On avait tendance à utiliser ce mot de pute, sans doute par bravade, par fronderie, parce que c'est lui redonner son sens propre, et que c'est un mot que j'aime bien moi, parce que j'ai l'impression qu'il contient toute la terreur des hommes pour les femmes, et toutes les tentatives de nous enfermer dans des cases, que ce soit la case de putain, la case de femme mariée, la case de mère. Ces femmes-là, par leur métier, renversent les rapports de domination entre hommes et femmes aussi, jouent beaucoup avec les notions de domination, de soumission, de patriarcat. Enfin, j'avais envie qu'on entende ces femmes-là, quoi. À travers moi, j'ai pas la prétention de toutes les représenter, mais je pense que mon expérience de prostituée heureuse est valide, comme le sont toutes les expériences de prostitution, mais par sa validité n'invalide pas la réalité horrible d'une certaine forme de prostitution forcée, sournoise. La maison, telle qu'elle a existé, est la preuve qu'il est possible d'inventer des conditions dignes, décentes et même appréciables pour les femmes qui veulent faire ce métier. Parce que c'est un métier qui ne disparaîtra pas de toute façon. Quelles que soient les bonnes intentions qu'on y mette, quelles que soient les lois qu'on essaye d'inventer pour faire en sorte que la prostitution disparaisse, elle ne disparaîtra pas. Alors autant qu'on réfléchisse à une manière de travailler pour que les prostituées qui choisissent ce boulot soient heureuses et que celles qui n'ont pas envie de faire ce boulot n'aient pas besoin de le faire. Mais c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire tant qu'on n'aura pas légalisé sur le sujet. En tout cas, décriminalisé. Ton livre est assez peu politique. Il est fort justement parce qu'il est assez peu politique, parce que c'est le récit très sensible de ton expérience de jeune femme avec des hauts, des bas, des soirs comme ce soir-là où malade, clouée au lit par une angine depuis une semaine, tu doutes et tu te dis « Mes nobles objectifs, mon idée de transcender le bordel avait fondu pour ne laisser place qu'à la vérité nue. J'avais bossé dans un bordel. Voilà la seule chose qu'on retiendrait de mon CV, grosse maline. » Oui, ma disposition d'esprit ne m'a pas empêché d'avoir peur, notamment de la vie de mes parents, et puis de comment le bouquin serait reçu, parce que j'avais une peur bleue de pondre un bouquin qui serait racoleur et qui
et qui serait plus proche du témoignage que d'un véritable roman. Mais effectivement, je me considère pas comme politique parce que finalement, c'est plutôt un livre sur la féminité que sur la prostitution. Aussi parce qu'il me semble que l'état de prostitution n'est pas totalement étranger à la condition de femme telle qu'on nous l'impose depuis que le monde est monde. Donc en fait, le bordel pour moi était une sorte de laboratoire où je réfléchissais aussi sur la brutalité à certains moments des rapports hommes-femmes, enfin, c'est-à-dire le désir qui pousse un homme vers le bordel et cette tentative de réduire la solitude entre les êtres humains. Mais avant toute chose, ce que le métier produit comme effet sur le corps d'une femme, sur sa sexualité, sur son désir, est-ce que ça vous change de travailler au bordel? Et dans ces cas-là, comment? Et quand vous arrêtez de travailler, est-ce que vous vous sentez à jamais prostituée? Ou est-ce que finalement notre résilience innée ou acquise, sans doute, de femme, est-ce que c'est peut-être ça notre malédiction et notre bénédiction? Et ça nous permet de survivre à des milliards de situations différentes. Voilà, j'avais aussi envie de montrer à quel point les femmes sont éminemment plus fortes que les hommes, mais je pense pas avoir été la première à le découvrir, mais moi j'échangerais ma condition de femme contre rien au monde. Je trouve que c'est un état tellement passionnant, qu'entre l'état de petite fille à l'état de vieille dame, il se passe tellement de choses, il y a tellement de facettes différentes de la féminité, que cette facette de la prostitution, qui est une facette tellement schématique, tellement animale, ça me semblait quand même dommage de passer à côté, étant un écrivain qui écrit là-dessus, quoi. Parlons un peu des hommes, parce que malgré tout, ils sont quand même présents dans ce livre. En fait, je pense que j'ai eu une facilité à commencer cette expérience et ce livre parce que j'aime les hommes terriblement et que je me disais... Quoi qu'il se passe dans cette expérience, ça remettra pas ça en question. Je me faisais suffisamment confiance pour ressortir de cette expérience sans haïr les hommes ou sans les mépriser. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Moi, ça m'a quand même donné une empathie plus grande pour les hommes, mais une empathie qui n'est pas non plus sans sévérité, quoi. C'est-à-dire que d'être comme ça constamment au contact des hommes, et puis finalement de ce désir qu'ils ont des femmes, mais qui est beaucoup plus pathétique que le nôtre, qui est beaucoup plus chevillé à leur corps que le désir des femmes, ça m'a rendue plus féministe, ça m'a rendue plus sévère à l'égard des hommes, une sévérité presque maternelle à certains égards, quoi. Mais j'ai appris beaucoup de choses aussi sur mon désir des hommes, par exemple. Il m'est arrivé plein de fois pendant que je travaillais de me rendre compte que pour moi, l'abandon et le plaisir étaient plus faciles avec des hommes qui m'indifféraient complètement qu'avec des hommes qui, d'aventure, en tant que client, me plaisaient, enfin, dont j'aimais l'apparence, qui m'évoquaient une sorte de désir. C'était plus facile pour moi, en fait, de me laisser aller et finalement de jouir avec des hommes vraiment sur lesquels je me serais jamais retournée dans la rue, quoi, qui auraient pu me frôler sans même me laisser la moindre impression. Parce que j'avais remarqué qu'à ce moment-là, il y avait une pression qui brusquement s'effondrait, et qui était cette pression de paraître, quoi. En fait, ce besoin de donner une performance à un homme parce que cet homme nous plaît et nous évoque un certain désir. Alors que face aux hommes que je trouvais beaux, par exemple, voilà, j'avais une volonté très professionnelle de leur faire passer un bon moment, qu'ils s'en souviennent, de leur laisser une trace inoubliable. Et c'est là que je me suis rendu compte que peut-être le désir d'une femme, ou en tout cas le mien, mais j'ai quand même la prétention d'être représentative d'un certain nombre de femmes dans ma manière de désirer, la complexité du désir féminin m'est apparue décuplée, enrichie par cette expérience au bordel que j'ai eue, qui était quand même une expérience de quantité énorme de sexe, mais dont j'ai tiré une connaissance de moi-même, une compréhension de mon désir bien supérieure à celle que j'avais avant. Et j'ai très longtemps fait l'amour avec ma tête, sans que mon corps soit du tout, enfin pas du tout, mais sans que mon corps soit vraiment relié à ma tête. Et j'ai l'impression maintenant de faire l'amour beaucoup, beaucoup mieux, c'est-à-dire beaucoup plus pour moi, d'être beaucoup plus égoïste, de penser plus à mon plaisir, et d'avoir une meilleure connaissance aussi de mon plaisir et de mon corps. Parce que je crois que le plaisir vaginal, par exemple, contrairement au plaisir clitoridien, est un goût acquis. C'est quelque chose qu'on apprend. C'est un endroit du corps qui a besoin d'être exploré et, entre guillemets, travaillé
pour prendre tout son sens. Faire l'amour avec mon premier client contre de l'argent n'a pas été un espèce de dédoublement tragique de ma personnalité. C'est quelque chose que j'avais déjà fait en couple avec des hommes qui pourtant m'attiraient. C'est cette forme de renoncement à soi, de sacrifice, qui n'est d'ailleurs pas forcément toujours dramatique. C'est quelque chose qui est profondément lié à notre condition de femme. Donc tu dis que ces 2 ans et demi t'ont servi d'une certaine façon à prendre le pouvoir sur ta sexualité. Donc comment est-ce que tu sors de cette expérience ? Alors là, je parle vraiment qu'en mon nom, parce que c'est vrai que j'ai choisi de faire cette expérience. Je savais que j'en ferais pas mon métier. Ceci dit, je voulais rester qu'1 an. En fait, je suis restée 2 ans et demi. Ça a été 2 ans et demi de ma vie absolument merveilleux, mais je sais pourquoi j'ai arrêté, au-delà du fait que la maison est fermée. J'ai arrêté parce que je sentais bien que mon désir, habituellement constamment en ébullition pour les hommes, pour les femmes, pour le désir tout simplement, s'émoussait. Ce qui était une réaction tout à fait normale au fait de travailler comme ça avec une telle assiduité. C'est qu'au bout d'un moment, quand on a fait ça toute la journée, en rentrant chez soi le soir, c'est compliqué quand on a un copain, parce qu'on n'en a pas forcément envie, même si on sait très bien que le corps du copain n'a rien à voir avec le corps des clients. Mais ça reste quand même un investissement dans une énième pénétration qui n'est pas forcément facile à la fin d'une journée de boulot. Et c'est vrai qu'au bout de 2 ans et demi, je me sentais molle, je me sentais sans enthousiasme, j'avais envie de me réappartenir à nouveau. Et le miracle pour moi a été d'arrêter de bosser et de me rendre compte que brusquement, toutes les sensations que je ne ressentais plus me revenaient comme ça, encore plus puissantes qu'avant. C'était comme si... je crois d'ailleurs que je fais la métaphore à un moment dans mon bouquin, mais c'est comme quand vous portez vos lunettes de soleil toute la journée et qu'en fait vous en rendez plus compte, mais d'un seul coup vous les retirez et putain, mais le monde est bourré de couleurs, c'est une luminosité incroyable et les odeurs sont plus... Les odeurs, les couleurs, tout est plus vivace et c'était miraculeux pour moi de me rendre compte que c'était exactement comme avant, il n'y avait pas quelque chose en moi qui avait été détruit par le métier. Mon appétit pour les hommes qui ne me payaient pas revenait. Je sais pas si toutes les prostituées vivent la même expérience. Je sais que beaucoup de mes collègues s'aménageaient des pauses, tous les ans, tous les 2 ans, des pauses de 6 mois où elles faisaient totalement autre chose. Et c'est peut-être aussi pour se retrouver à nouveau et pour pouvoir repartir dans le métier avec une connaissance de soi renouvelée, augmentée. Peut-être après 10 ans de bordel, après 20 ans de bordel, qu'on a du mal à se retrouver. Je sais pas, mais je pense qu'on survit, entre guillemets, à ce métier comme on survit à énormément de choses en tant que femme. Parce qu'on est capable d'une résilience absolument miraculeuse. Si ce sont les hommes et le patriarcat qui nous ont fait ainsi, alors je pense qu'ils ont malgré eux réussi quelque chose d'énorme. C'est-à-dire, je pense pas qu'ils savaient qu'ils donnaient lieu à un tel miracle qui est qu'une femme est protéiforme et peut survivre à des choses qui peut-être détruiraient beaucoup d'hommes ou les remettraient fortement en question. Comment est-ce qu'on revient dans le monde réel avec les gens autour? Comment ça se passe avec ta famille, tes amis? À l'époque, je vivais avec mes sœurs, donc mes sœurs, je les ai tout de suite mises au courant. Bon, sachant, elles connaissaient mes livres d'avant, donc ça leur a pas non plus, ça les a pas choquées terriblement de savoir que telle serait ma prochaine expérience. Après, j'en ai très vite parlé à ma mère parce que c'était fatigant de pas pouvoir répondre quand je travaillais, de devoir inventer des excuses, et que je fais terriblement confiance à ma mère et aux femmes de ma famille. Ça a été plus compliqué quand il s'est agi d'envoyer le bouquin à mon père. J'avais très peur de mon grand-père aussi. Enfin... mais bon, ce qui sont finalement des problématiques d'enfants de ses parents aussi, dont on ne se dégage jamais vraiment et contre lesquelles il faut se battre parce que sinon on n'écrit pas. Mais j'avais une telle confiance en mon livre, en fait, que c'était des peurs assez passagères une fois que le manuscrit a été envoyé. Parce qu'avant, pendant les 4 ans que ça m'a pris d'écrire le livre, c'est sûr que c'était des questionnements terrible qui me tenait éveillée très 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 tard dans la nuit parce que oui, j'ai eu peur de ce qu'en penseraient les autres pendant un certain temps, mais en fait j'étais tellement contente de ce que j'avais réussi à produire, j'étais tellement portée par la tendresse que j'avais eue pour cet endroit que j'avais surtout envie qu'on le connaisse et qu'on connaisse ces femmes aussi, quoi.
Et à travers elle, qu'on me connaisse moi mieux, parce que j'imagine que c'est pour ça aussi que j'écris et que j'ai toujours écrit, c'est pour qu'on me comprenne, enfin en tout cas pour que des gens se disent, bah là, tu vois, quand t'écris ça, je me suis sentie moins seule, là je me suis sentie aimée, je me suis sentie pardonnée. Pour moi, c'est ça le but de la littérature, c'est de se sentir moins seule à un moment donné, quoi. Et de fermer un livre en se sentant un peu à nu pendant quelques jours et de se sentir compris, en fait. C'est ça mon but en écrivant. Alors, ma question suivante porte aussi sur ta vie d'après. Je sais que tu as eu un enfant, ce qui est quand même un changement de vie aussi très profond. Mais ouais. J'avais rencontré mon copain, pas à la maison, mais en parallèle. Et voilà, au moment où je suis tombée enceinte, je travaillais encore. Donc, ça a été un choc d'autant plus violent qu'après 2 ans à vraiment n'être qu'un corps désirable, d'un seul coup je me retrouve dans un corps de mère, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas désirable, mais non seulement le corps change, mais c'est surtout la tête qui change, et la perception, et ça a été une espèce de sevrage très, 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 très fort, quoi, très violent, donc pas quelque chose qui m'a rendue spécialement malheureuse, mais c'est vrai que le chevauchement comme ça, aussi rapproché des 2 expériences, m'a fait me poser plein de questions, et du reste, j'aimerais bien écrire mon prochain livre là-dessus. Pas sur la grossesse ou la maternité en tant que telle, mais en tout cas sur comment d'un seul coup le désir disparaît au bénéfice de plein d'autres considérations quand on est enceinte, mais comment après la naissance d'un enfant, et dans cette solitude terrible qui est la solitude des jeunes mères, le désir revient, comment il y a une espèce de lumière au fond de ce tunnel de fatigue atroce et d'oubli complet de soi au bénéfice du petit qui hurle toute la journée. Non, mais c'est une expérience qui est passionnante d'être mère, quoi. Mais ça, c'est encore ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a tellement de facettes passionnantes au fait d'être une femme, et je trouve on n'a pas assez écrit dessus, non pas que je sois sur le point de rendre justice à toutes les femmes, mais je trouve que il nous manque vraiment un input sur l'expérience de la féminité, quoi. Les mecs se sont pas gênés depuis le début pour écrire sur chacun de leurs petits tracas physiques ou émotionnels, et je trouve que parallèlement à ça, il nous faut là plein d'expériences de femmes, parce que chaque expérience complète l'autre, et au final ça donne une espèce de fresque composite avec toutes les expériences de féminité qu'on puisse recenser. Moi je trouve ça absolument passionnant. Moi c'est quelque chose qui m'émeut énormément, quoi. C'était un entretien mené par Laurence Vellier et réalisé par Sidney Clazen. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.